Bonjour John. Bonjour Lilou. J'ai vraiment hâte de t'interviewer. Merci de m'en donner l'occasion. Merci à toi, moi aussi j'ai hâte. J'aimerais faire appel à tes lumières parce que tu as lu tellement de livres. J'ai entendu dire que tu avais lu plus de 30 000 livres au cours de tes recherches depuis l'âge de 17 ans où tu as vécu cette énorme révélation. Et depuis, tu as recherché passionnément un savoir nouveau. Tu l'as partagé avec des millions de gens. Donc c'est fascinant pour moi de t'interviewer. Tu es auteur, tu es un expert mondialement reconnu du comportement humain. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui viennent te consulter pour te demander des conseils parce que la situation actuelle est inédite. Nous sommes dans une période d'incertitude, dans l'inconnu total face aux événements en cours. Et pour toi, ça fait partie des principes qui, en fait, rendent la vie captivante. Donc, j'aimerais t'entendre au sujet de, disons, que nous dit vraiment cette crise pour toi? Eh bien, peu importe ce qui nous arrive, nous avons le contrôle sur trois choses: nos perceptions, nos décisions et nos actions. Et quoi qu'il arrive dans le monde extérieur, ça ne doit pas forcément perturber notre monde intérieur, si nous maîtrisons la capacité à voir les choses comme étant sur notre chemin et pas en travers du chemin. Et la qualité de notre vie dépend des questions que nous posons. Donc si nous posons de nouvelles questions, nous découvrirons des informations inconscientes sur la façon dont cette expérience, l'expérience COVID, que j'appelle Saint Covid, comment? Je l'appelle Saint Covid parce qu'elle est accompagnée de beaucoup de bénédictions aussi. Beaucoup de gens transforment leur entreprise pour la rendre plus efficace et plus à jour avec la technologie actuelle. Donc, si nous nous demandons comment spécifiquement est-ce que notre réalité du moment nous aide à accomplir notre mission, plutôt que de nous raconter que nous sommes des victimes de l'histoire, si nous considérons que nous sommes des maîtres de la destinée, juste un instant, comment est-ce que l'état actuel de notre réalité, les faits, nous aide-t-il à accomplir notre mission? Si ensuite nous répondons à cette question, et si nous ne nous arrêtons pas, nous dépasserons cette résistance à ce qui arrive. Et tout à coup, nous nous dirons « Ah, j'ai commencé à avoir des idées créatives qui arrivent dans ma conscience. » J'ai envoyé une lettre en mars à mes étudiants dans le monde entier qui invitait tout le monde à écrire les côtés positifs et les bénédictions qu'ils pouvaient constater. J'ai reçu 17 000 réponses. Beaucoup disaient la même chose, donc j'ai commencé à faire le tri parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et il y avait énormément d'opportunités exceptionnelles qui étaient en train d'émerger pour les gens. Beaucoup de gens, par exemple, avaient voulu utiliser Internet et maintenant ils étaient poussés à le faire. Et ils avaient mis à jour leur technologie, ils s'étaient rapprochés de leur famille et ils avaient fait une liste de tout ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient découvert qu'ils pouvaient acheter à meilleur prix et ils voyaient émerger des opportunités énormes. Certaines personnes avaient jusque-là considéré que c'était le monde qui devait prendre soin d'eux et elles ont réalisé qu'elles devaient aimer suffisamment l'humanité pour identifier de quoi les gens avaient besoin et trouver un moyen de les servir et générer de nouvelles sources de revenus. Et il y a eu donc beaucoup de bénédictions. Donc moi, je crois fermement que ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. William James a dit cela il y a 120 ans. La plus grande découverte de sa génération, c'est que les humains peuvent modifier leur vie en modifiant leurs attitudes, leurs perceptions et leurs conceptions. Donc, la première chose, c'est de se poser cette question. Comment spécifiquement? Tu vois, si on compare cette réalité actuelle à un fantasme au sujet de comment c'était avant ou au sujet de comment on aimerait que ce soit, on ne peut pas s'ancrer dans ce moment et se demander en quoi ce qui se passe maintenant m'aide à accomplir ma mission. Et si je ne suis pas au clair au sujet de ma mission, eh bien, bon Dieu, c'est le moment de clarifier cela. C'est ce que j'allais te demander justement. Beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne vivent pas leur mission de vie. Et ce que tu dis, c'est que la situation nous force presque ou nous inspire à la vivre. Oui, parce que si vous ne remplissez pas votre vie avec les actions les plus prioritaires à tout moment et les actions qui vous inspirent, votre journée va forcément se remplir de distractions non prioritaires qui ne vous inspirent pas. Donc, vous n'êtes pas victime de ce qui se passe autour de vous. Simplement, vous n'avez pas établi vos priorités et vous n'utilisez pas les ressources que vous avez aujourd'hui.
Un homme un jour a dit quelque chose de génial. La question, c'est quelle est la plus grande contribution que je puisse apporter aujourd'hui avec les ressources que je vois dans ma conscience, de la façon la plus efficiente et efficace, et d'une façon qui puisse servir autant de gens que possible et m'inspirer moi. Parce que quand on se pose les bonnes questions, on perçoit des choses qu'on ne perçoit pas d'habitude. Il y a toujours des opportunités. Tu veux dire que si on se concentre sur payer nos factures et survivre, notre expérience de vie se limitera à ça? Alors, toutes les fois où on a une dette, il est sage de la réduire. Et déjà, il faut noter toutes les bénédictions qu'on a reçues en lien avec cette dette, parce que manifestement, on a dépensé de l'argent et acquis quelque chose, sinon on n'aurait pas la dette. Donc, écrivez cela, parce que si vous êtes reconnaissant, la dette sera plus facile à rembourser, alors que si vous avez du ressentiment envers la dette, vous n'aurez pas envie de gagner de l'argent pour la payer. Ensuite, découpez la dette en petits morceaux. Divisez-la pour avoir les montants que vous allez rembourser par année, par mois, par semaine, par jour, par heure, et une fois que vous avez le montant par heure, convertissez-le en unités de produits ou de services vendus et concentrez-vous sur servir les gens. On appelle ça servir la dette. Et si vous vous concentrez sur le service aux gens, votre dette disparaît. Alors que si vous vous concentrez sur la dette, votre service disparaît. Vous devez vous concentrer sur le service parce que c'est ça qui vous inspire. Contribuer à la vie des gens, faire la différence et recevoir la récompense qui est de les voir se transformer. Si vous vous concentrez sur la dette et les problèmes, ils grandiront. Si vous vous concentrez sur la solution, les problèmes disparaîtront et la solution grandira. Donc, convertissez toujours votre dette en service et concentrez-vous sur le service. Et concentrez-vous toujours sur ce qui est possible, pas sur le problème, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder le problème, mais demandez-vous comment est-ce que je peux utiliser ceci à mon avantage. Bucky Fuller l'a très bien dit quand il a dit que la pollution est la solution future. Ça peut sembler faux, bien sûr, mais ce qu'on appelait pollution dans les années 50 est maintenant une ressource qui est utilisée par les bactéries et qui est recyclée et qui est reformatée. Et ce qui nous inquiétait avant n'est plus un souci. Et certaines des choses que nous voyons maintenant ne sera plus non plus un souci. Et c'est l'effet fronde. Maintenant, on peut se dire « Oh mon Dieu, il y a de la tension !» Mais une fois qu'elle sera libérée, il y aura une accélération. Donc, il est sage de penser à long terme et de se concentrer sur ce que nous pouvons voir dans notre vie qui a vraiment du sens pour nous et nous inspire, ce que nous aimons spontanément faire pour servir les gens et se concentrer là-dessus. Une fois, j'ai dit à l'église, ce qui est un endroit intéressant pour le dire, j'ai dit « Si vous êtes pauvre, c'est que l'humanité ne vous tient pas assez à cœur pour vous bouger les fesses et servir les gens. » Wow! Et au début, ils se sont dit « Quoi? » Mais je veux dire, réfléchissons-y. Si vous vous concentrez sur vos propres problèmes et vous ne vous préoccupez pas des gens et vous ne tentez pas de trouver un moyen de les servir directement ou indirectement, vous n'allez pas pouvoir apporter une contribution. Vous faites des suppositions au sujet de ce dont ils ont besoin, mais vous ne le découvrez pas en les servant. Alors que quand on le fait, il y a une quantité illimitée de ressources économiques. Donc, quand il y a un changement comme la COVID, il y a quelque chose qui bascule et notre rôle, c'est d'être assez résilient et flexible pour découvrir quels sont les nouveaux besoins et quels services nous pouvons fournir en réponse à ces besoins. Les opportunités ne manquent jamais, même en plein COVID, je vous le garantis. Je veux dire, il y a des gens qui ont trouvé des solutions extrêmement créatives pour les nouveaux problèmes qu'ils observent, parce que cela leur tient suffisamment à cœur pour chercher des solutions plutôt que de s'attarder sur le problème. Mais la plupart du temps, les idées ne viennent pas d'un processus cérébral, tu sais, elles apparaissent simplement comme ça. On est beaucoup à chercher en utilisant notre capacité cérébrale, disons, pour trouver de nouvelles solutions, mais c'est pas de là que ça vient. Donc il vient d'où ce génie? Est-ce qu'on peut parler de ce génie? Nous avons ce qu'on appelle le cerveau antérieur et le cerveau postérieur. Le cerveau postérieur, c'est l'amygdale et en dessous. C'est un système réflexe. Il évite le prédateur et cherche la proie. Il évite la douleur, il cherche le plaisir. Donc nous entrons en mode sympathique quand nous avons peur et quand nous paniquons. Et la panique n'a rien à voir avec ce qui se passe. La panique est liée à ce que nous supposons qui va arriver. Donc, c'est quelque chose qu'on invente de toutes pièces.
Mais si nous nous concentrons sur ce qui est prioritaire, ce qui sert les gens, qui nous inspire, nous, et si nous cherchons des problèmes que nous pouvons résoudre, il ne faut pas chercher des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre, alors nous pourrons faire une différence. Et ça va nous inspirer. Et cela aura pour effet que le glucose sanguin affluera dans le cerveau antérieur. Et ce cerveau, c'est celui de la vision inspirée, de la planification stratégique, de la créativité, de l'évaluation appropriée. Et lui, il veut agir et il va calmer les émotions qui nous dispersent et qui nous distraient. Et il va nous permettre de penser suffisamment clairement. Et dans cet état-là, comme dans un état méditatif, tout à coup, on a tout plein d'idées qui viennent. Mais elles viennent du fait qu'on a pensé au service plutôt que de s'inquiéter au sujet du problème. Elles viennent du fait qu'on s'est posé la question « Comment je peux servir les gens maintenant ?» Et l'autre jour, il y a eu une femme qui était complètement perdue, paniquée. Elle avait des factures, mais elle n'avait pas d'argent pour les payer. Elle a des enfants et elle arrivait à peine à s'en sortir. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait pour réfléchir au service que vous pourriez offrir? Vous vous plaignez parce que vous avez perdu votre travail, mais ce travail, il ne va pas revenir peut-être avant l'année prochaine. Donc, vous ne pouvez plus attendre du monde qu'il prenne soin de vous. Vous devez réfléchir à ce que vous pouvez faire pour prendre soin du monde. Et là, elle s'est arrêtée. Je lui ai dit, quels sont vos talents? Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Et là, elle est entrée dans la créativité. Et je veux dire, en 15 minutes de dialogue, elle a eu une idée incroyable de ce qu'elle pourrait faire avec ses dons. Et après, elle a eu les larmes aux yeux et elle a dit, vous savez, j'y avais pensé, mais j'avais pas eu le courage de le faire. Mais si j'y pense, l'occasion qui se présente maintenant est la meilleure pour le faire. J'ai rien à perdre. J'avais un emploi trop confortable et jamais je l'aurais fait à cause du rapport risque-récompense. Mais maintenant, le risque que je cours est très petit. Et la récompense, potentiellement, peut être très grande, plus grande que ce que j'avais. Et là, j'ai dit, c'est ça, vous y êtes. Et maintenant, vous vous concentrez sur la solution. Et ça l'a vraiment inspirée. Elle a commencé à noter des idées et elle a commencé à mettre ça en acte. Et son énergie a changé, sa créativité a changé, son optimisme est revenu. Donc, ressasser l'histoire qui nous dit toutes les façons dont ça ne va pas marcher ne nous mènera nulle part. Est-ce que c'est comme une forme de prière ou de mantra? Est-ce qu'on dit « je veux servir, s'il vous plaît, aidez-moi » Est-ce que ça se fait à l'intérieur, à l'extérieur? L'extérieur n'existe pas. Les gens pensent que ça se passe dehors, à l'extérieur. Mais vous êtes inséparables de l'extérieur. L'extérieur, c'est vous, votre voix intérieure. Dans le film Secret, il y a longtemps, j'ai dit « Quand la voix et la vision à l'intérieur seront plus grandes que tout ce qu'il y a dehors, vous deviendrez maître de votre vie. » Les gens attendent d'être sauvés. Ils cherchent les responsables de leurs problèmes à l'extérieur. Ils veulent chercher des solutions à l'extérieur. Mais ce n'est pas dehors que ça se passe dedans. Et tu vois, les gens ont tellement l'habitude de déléguer leurs décisions aux autres et ils sont habitués à ce qu'on leur dise quoi faire et à vivre par devoir plutôt qu'avec intention. Et c'est l'occasion parfaite avec la COVID de commencer à vivre avec intention, de façon ontologique, selon l'essence de notre être, plutôt que de façon déontologique en se conformant au devoir. Donc c'est une occasion, ce n'est pas une crise, à moins de choisir de jouer à être la victime de l'histoire plutôt que le maître de la destinée. Alors, comment on pourrait recadrer ça? Tu sais, quel type de conversation, de dialogue pourrait nous mettre plus en lien avec notre pouvoir? Cette simple question, parce que les questions que nous posons nous permettent de connaître et conscientiser notre potentiel inconscient. Alors, comment, spécifiquement, ce qui se passe actuellement m'aide-t-il à accomplir ce que je veux réaliser dans la vie, ce qui est vraiment important pour moi? Et regardez ce que votre vie vous montre comme étant vraiment important pour vous. Votre vie vous le montre. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous mettre au service? Tu sais, je suis stupéfait de... Tu sais, nous regardons des gens comme Elon Musk qui a réalisé des choses incroyables, n'est-ce pas? Mais pourquoi a-t-il réalisé des choses incroyables? Parce que c'est un individu qui se préoccupe de trouver des solutions à des problèmes majeurs. Et les gens qui se concentrent sur trouver des solutions aux problèmes du monde réalisent des choses extraordinaires, alors que les gens qui essayent d'éviter les problèmes attireront continuellement les problèmes qu'ils ne veulent pas. Mais si on prend cet exemple-là, par rapport à la Tesla, il a reçu beaucoup de critiques parce que la voiture électrique avec sa batterie, la voiture elle-même et l'énergie que cela demande pour en construire et combien c'est quand même lourd et pas très viable écologiquement. Oui, mais il prend le problème suivant, quel qu'il soit,
Et ils trouvent ensuite la solution suivante. Nous n'aurons jamais aucun problème. Une vie sans problème, ça n'existe pas. Mais si vous ne choisissez pas des problèmes qui vous inspirent, vous vous retrouverez encore et toujours coincé dans des problèmes qui ne vous inspirent pas. Des problèmes, on en aura toujours, donc autant les choisir. Et les problèmes les plus satisfaisants dans la vie sont ceux qui nous font nous sentir comblés en servant les autres. Et je ne parle pas ici d'altruisme, je parle d'un échange équitable et durable. Et toi, tu sais ce que c'est. Toi, tu sers des millions de gens depuis longtemps. Et je reçois abondamment, j'ai reçu en abondance et je suis clairement un exemple qui montre que tous ces principes fonctionnent. Plus j'ai servi, plus j'ai reçu. Tu vois, quand les gens sont coincés financièrement, ils arrêtent de servir. Alors sortez voir ce que vous pouvez faire pour améliorer la vie des autres. Est-ce que c'est ça qui est vrai ou est-ce que c'est plutôt qu'on pensait être au service mais on ne l'était pas réellement? Et ça nous amène au niveau suivant de service parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'on est vraiment dessus, c'est juste... Ce qu'il y a, c'est que nous pouvons servir directement un client ou nous pouvons servir indirectement à travers notre entreprise. Mais notre sécurité n'est jamais fondée sur l'entreprise. Elle est fondée sur le fait que nous produisons davantage que ce que nous coûtons au final aux clients. Donc, si on se dit que l'entreprise est censée nous apporter la sécurité, c'est une illusion. Ce qui nous apporte notre sécurité, c'est le fait de produire davantage que ce qu'on coûte et de développer une compétence dont la société a vraiment besoin. Et la nature nous force à faire cela. D'une façon ou d'une autre, nous devons apprendre à nous préoccuper suffisamment des gens pour satisfaire leurs besoins. Et quand on le fait, comme tu l'as dit, il y a une abondance d'opportunités. Et quand on ne le fait pas, l'univers nous donne un retour qui nous le montre. C'est un lâcher-prise majeur et ça fait monter beaucoup de peur de faire ce pas-là. Mais si nous ne planifions pas notre vie et si nous ne calmons pas les peurs à l'avance, nous nous retrouverons à réagir parce que nous n'aurons pas anticipé. L'anticipation nous permet de prévoir les choses, de les prédire et de les planifier. Et le recul consiste à réagir dans l'après-coup. Donc, si vous êtes là dans l'après-coup, arrêtez-vous un moment et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour servir maintenant. Et il ne s'agit pas ici de... La vie, c'est pas le confort, c'est pas « je veux que ma vie soit facile ». Regarde, toi, tu es arrivé là où tu en es parce que les heures, tu les as faites. Tu t'es mis au défi, tu as dû apprendre, tu as dû étudier, tu as dû aller interviewer des gens, y consacrer du temps, apprendre des technologies. C'est pas facile. Ma vie n'est pas facile. J'étudie... Depuis 48 ans, j'enseigne depuis 48 ans maintenant. Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de découvrir ce que vous aimez vraiment faire et vous donner la permission de le poursuivre et vous assurer de faire cela d'une façon qui sert les gens. Et après, vous n'aurez pas l'impression de travailler. Vous vous sentirez privilégié de pouvoir faire ce que vous aimez faire, servir les gens. Mais ce n'est pas fait pour être facile. Si la vie avait été conçue pour être seulement hédoniste, le plaisir sans la douleur, ce serait comme de prendre de l'héroïne et de la cocaïne toute la journée. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire sans effet secondaire. Oui, mais nous avons des croyances limitantes. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Les croyances limitantes sont le résultat de la question « à qui est-ce que nous nous soumettons ?» Toutes les fois où on se compare aux autres et qu'on les met sur un piédestal, on va injecter leurs valeurs dans notre vie et essayer de vivre en fonction. Et on entendra des « tu devrais »,« t'es censé »,« tu dois »,« il faut ». Et tout ça, ce sont des impératifs injectés qui viennent d'une source extérieure. Et quand on se compare aux autres et qu'on les met sur un piédestal et qu'on injecte leurs valeurs, on essaye de vivre en fonction de leurs valeurs. Et comme l'a dit Einstein, un chat qui essaye de vivre comme un poisson ne saura jamais nager. Donc on finira par se juger de ne pas y arriver. Nous ne sommes pas ici pour nous comparer aux autres, mais pour comparer nos actions à ce qui compte le plus pour nous et pour mesurer nos accomplissements en fonction de leur congruence avec ce qui a du sens pour nous et de la façon dont ils servent les gens que nous voulons servir. C'est ça qu'il faut mesurer plutôt que de se comparer aux autres, à ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, comment ils sont, parce que dès que nous mettons les gens sur un piédestal ou dans un fossé plutôt que dans notre cœur, nous ne sommes nous-mêmes pas authentiques. Parce que si nous méprisons les gens pour nous rehausser, c'est pas qui nous sommes, c'est une façade. Et si nous nous rabaissons devant
devant eux pour nous minimiser, ça aussi c'est une façade. Alors que quand on se considère tous égaux et qu'on réalise que ce qu'il y a chez les autres, nous l'avons en nous, ils deviennent un reflet. Et là, notre tâche n'est plus de nous comparer à l'extérieur, mais de mesurer nos actes par rapport à ce qui a vraiment du sens pour nous quotidiennement. Moi, je me concentre sur les actions les plus prioritaires que je peux faire chaque jour. Pour moi, enseigner et faire des recherches. Le reste, je le délègue. Pour tout le reste, j'engage des gens pour qu'ils fassent ce que eux aiment faire. Je délègue ce travail pour pouvoir faire ce que moi, je veux faire. Et quand les gens apprennent à faire ça, ils peuvent commencer à se diriger vers une vie inspirée, une vie remplie d'abondance. Certaines personnes rencontrent différents niveaux de succès. Toi, tu es ce qu'on pourrait appeler ultra abondant, tu vis sur ce bateau avec... Oui, mais Lilou, tu sais, ou je crois que tu sais que j'ai vécu dans la rue quand j'étais enfant. Oui. Je me souviens que j'entrais dans des diners pour prendre des biscuits salés et du ketchup pour mon dîner, et je dormais sur des bouches d'aération devant les bâtiments. Donc j'ai pas commencé là où je suis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris lentement mais sûrement ce qui a pu transformer cette position-là en une nouvelle position. Et si vous êtes prêt à travailler et à servir, vous pouvez atteindre n'importe quelle position. Mais je vois beaucoup d'amis qui font des projets extraordinaires, vraiment inspirants pour servir le monde et qui investissent beaucoup d'énergie, mais ça ne démarre pas pour eux jusqu'à ce qu'ils reçoivent quelque chose de... C'est parce que parfois on suppose que c'est au service et il y a une différence entre faire des hypothèses au sujet de ce dont le monde a besoin et projeter nos suppositions sur le monde. Pour arriver quelque part, il nous faut identifier ce que le monde a envie de recevoir. Et si on se préoccupe des gens, on va poser des questions pour découvrir ce dont ils ont besoin. Vendre, ce n'est pas dire aux gens ce dont ils ont besoin. Et il y a tant d'entrepreneurs qui ont une super idée, qui les sert eux, et ils se disent « Ah, le monde a besoin de ça ». Et ils sont dans ce qu'on appelle une fausse attribution. Alors qu'il s'agit de trouver ce dont le monde a besoin, là où il y a une demande, et satisfaire cette demande. Et c'est de là que vient l'abondance. Elle ne vient pas de nos projections et présupposés, mais d'une véritable introspection où on se demande qu'est-ce que je veux vraiment faire et qu'est-ce que le monde veut vraiment. Donc il s'agit en réalité d'écouter. Oui, il s'agit d'écouter les besoins réels des gens. Et quand je présente un nouveau programme, si je n'ai pas répondu aux besoins des gens, il ne va pas bien se vendre. Alors que si j'ai répondu à leurs besoins, il va prospérer. Donc ce n'est pas que j'ai un pouvoir spécial, mais c'est que les gens me tiennent assez à cœur pour m'assurer que j'ajuste ce que je fais pour combler leurs besoins. Et quand je fais ça, il y a abondance. Certaines personnes spirituelles ont un peu de peine avec ça. Mais tout le monde est spirituel, Lilou, tout le monde est spirituel. Oui. La distinction entre les gens spirituels et les gens non spirituels, ça n'existe pas. Est-ce que ça pourrait être une cachette, une façon dont les gens se cachent pour ne pas vraiment réaliser complètement leur vraie mission de vie? Oui, parfois les gens se dissocient des difficultés de la vie et entrent dans une sorte de dissociation ésotérique qui les fait entrer dans un monde fantasmé, en pensant que c'est ça la spiritualité. Je peux raconter une histoire? J'ai le temps? Il y a un jour une femme qui est venue vers moi, qui participait à un atelier et qui m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait quand notre mari n'est pas spirituel ?» Je lui ai dit « Ça n'existe pas. » Elle m'a dit « Mon mari est un matérialiste. » Je lui ai répondu « Non, votre mari a de la spiritualité dans ses valeurs et vous avez votre spiritualité dans vos valeurs. » Elle me répond « Moi, je médite, je fais des prières, j'utilise de l'encens, je fais du chanting. » Et là, je lui ai dit « Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il a une entreprise? Oui. Combien d'employés? 200. C'est une société informatique. Donc, il sert combien de personnes? Eh bien, des millions dans le monde entier. Je lui ai dit, son engagement à lui envers ce qui a de la valeur pour lui et qui apporte une contribution à des millions de gens, c'est sa contribution spirituelle. Et votre contribution spirituelle, vous pouvez l'avoir parce que votre mari vous finance. Parce que vous ne travaillez pas. Donc, vous n'êtes pas plus spirituel que lui, vous avez une spiritualité selon vos idées et vos valeurs qui sont complémentaires à ses valeurs à lui, qui s'expriment, elles, dans l'entreprise par laquelle il contribue. Et si lui ne faisait pas son travail, vous seriez obligé de travailler. Et elle m'a dit, ça c'est vrai. Donc je lui ai dit, ne pensez pas qu'il est moins spirituel. Tout le monde a une spiritualité fondée sur ses valeurs. Certains élèvent de magnifiques familles, d'autres ont des entreprises géniales, d'autres s'engagent pour la société, ou l'éducation, ou la forme physique, ou la politique, ou les sciences ésotériques, ou la philosophie. Tout est spirituel.
Où est-ce que le divin n'est pas? Comment le divin pourrait-il être ici mais pas là? Tout est spirituel. Donc il faut faire attention à ne pas mettre d'étiquette puis se dire je peux pas faire ça parce que c'est pas spirituel selon mes valeurs, parce que si je fais ça, je ne répondrai pas aux besoins des gens. Et ce que tu dis aussi, c'est que cela aussi passera, c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de traverser maintenant, tout ça, à un moment donné, enfin, que ça ne durera pas éternellement. Non, non. Dans cette période, il y aura des interventions médicales, probablement des vaccins pour certaines personnes. D'autres personnes vont juste renforcer leur immunité contre le virus. Il n'y a en réalité que 1% de la population qui est touchée par ce virus, ce qui veut dire que 99% ne sont pas gravement touchés. Donc la réalité, c'est que ceci, oui, va passer. Et moi, je suis heureux que ça soit arrivé parce qu'il y a énormément d'innovation, de créativité et d'opportunités qui apparaissent dans la vie des gens. Pour ceux qui se demandent comment est-ce que je peux utiliser cette situation de la façon la plus avantageuse pour moi. Oui, et j'aimerais ici donner un exemple personnel, quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 ou 3 semaines. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai posté en ligne sur Facebook et les médias sociaux un post au sujet d'un documentaire que nous avons ici appelé Hold Up en France. C'est un documentaire assez controversé, un peu comme Thrive. Tu sais, il parle de comment nous pouvons nous réapproprier notre autorité. Et Facebook a posté à cet endroit-là des informations des mass médias par-dessus mon poste. Et rapidement après, je suis tombée malade. J'ai probablement attrapé la COVID. À l'heure où nous parlons, j'arrive au bout. J'ai traversé ça pendant environ 2 semaines et j'ai senti que mon système immunitaire avait eu ce choc d'être, tu sais, pas attaqué, mais comme s'il y avait eu intrusion, invasion dans mon intimité, dans ma communication. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne du point de vue de la santé? Je sais que tu as aussi étudié la santé. Que s'est-il passé à ce moment-là? Parce qu'il y a tellement de peur et les médias, tout ça à l'extérieur, et en un instant, on peut tomber malade, tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Ou est-ce que ça fait simplement partie du processus? Je veux dire, maintenant, je suis reconnaissante parce que c'était pas si grave et je serais immunisée, mais oui, c'est pour ça que je disais que c'est pas la fin du monde. Nous pouvons en faire quelque chose de plus grand que ça ne l'est vraiment, mais la réalité, c'est que nous allons tous devenir plus forts. Il y a un vieux proverbe qui dit que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais le système immunitaire, quand il y a une perception qui nous dit qu'il y a un prédateur ou une attaque ou une difficulté ou un stress, notre système nerveux sympathique s'active. Et là, l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, différentes substances chimiques sont sécrétées dans le sang. Et on se met en mode combat ou fuite. Donc nous sortons de notre cerveau exécutif et nous entrons dans notre amygdale et nous perdons certaines fonctions supérieures de notre immunité. Et nous devenons vulnérables, en particulier si ça se prolonge. Si c'est 1 heure ou 2, non. Mais si ça se prolonge pendant des heures et même des jours, et nous nous sentons blessés dans un sens, dans notre perception, pas à cause de ce qui se passe dehors, mais à cause de notre perception. Et là, nous pouvons en effet réduire notre immunité et tomber malade. J'ai vu des gens commencer à se disputer et se retrouver avec des symptômes de grippe dans les 2 heures qui ont suivi. Donc, notre système immunitaire répond à nos perceptions. Et si nous ne prenons pas le contrôle sur nos perceptions et ne les équilibrons pas, et si nous partons du principe qu'il y a plus d'inconvénients que de bénéfices, ou plus de bénéfices que d'inconvénients, on sera soit dans le ressentiment, soit dans l'exaltation, et on va déséquilibrer notre système autonome, ce qui réduira notre immunité et nous rendra plus vulnérables. Et ce n'est pas forcément dû à la force du virus. En général, ça dépend plus de l'hôte. Et cela, nous le savons depuis des siècles. Donc, la sagesse consiste à se centrer si nous sommes perturbés et se poser les questions qui nous aideront à retrouver l'équilibre. Trouver du sens dans une expérience, c'est ramener notre esprit au milieu, le ramener au centre. Et savoir que si nous voyons des inconvénients, la question à poser, c'est quels sont les avantages? Et si nous ne voyons que le côté positif, il faut nous demander quel est le côté négatif, parce que parfois, nous sommes aveuglés par nos illusions. Nous avons tous vécu ces moments, par exemple en couple, où nous avons été aveuglés, nous nous sommes dit « Oh mon Dieu, ça va être génial !» Et après, on réalise que « Ah, on est dans Attraction fatale, le film avec Glenn Close. » La personne n'est pas qui on croyait.
Donc, nous ne sommes pas ici pour être dans la polarité, mais dans la synthèse. Et dans ce centre et cet équilibre, notre système immunitaire se mobilise et il est capable de gérer la COVID, etc. Il sait exactement quoi faire. Alors que quand on entre dans le stress et qu'on écoute les médias et qu'on se retrouve touché et polarisé, on est encore plus stressé et là, si on l'attrape, on est plus vulnérable parce qu'on est angoissé. Non, ce serait sage de plutôt prendre un bain chaud, faire une méditation, se centrer, retrouver nos priorités, se concentrer sur ce qu'on peut faire, lire un livre qui nous inspire et faire ce qu'on peut pour garder son corps centré et aussi son immunité, bien manger, ne pas vivre pour manger, mais manger pour vivre, et se préoccuper de quelqu'un. Car quand on se concentre sur les gens qui nous tiennent à cœur, on mobilise son système immunitaire. C'est-à-dire rester dans des ondes élevées, dans des ondes d'amour, pas dans l'excitation et l'exaltation, mais dans l'inspiration. Il y a une différence. Les états maniaques n'aident pas notre système immunitaire parce qu'ils créent de la panique et des états maniaques. On ne voit plus les côtés négatifs quand on est dans un épisode maniaque et après on ne voit plus les côtés positifs quand on est dans la panique. Alors que quand on est inspiré, on voit les deux côtés objectivement et on voit les choses telles qu'elles sont et on les utilise avec sagesse. Donc centrez-vous et c'est ça qui fait la différence. Les exercices de Tai Chi sont un très bon choix pour le côté sport. Je trouve que le pardon ici pourrait aussi bien marcher, pardonner pour ce qui se passe et ensuite le cœur s'ouvre à nouveau et quelque chose d'autre prend le dessus. Oui, tant qu'on ne part pas de l'idée qu'il y ait réellement quelque chose à pardonner, parce que ça c'est une illusion. Il n'y a rien à pardonner au final. C'était notre illusion qui nous a leurrés au départ. Tu sais, moi je dis toujours que le seul pardon que j'utilise c'est « merci de m'avoir donné l'expérience par laquelle j'ai été leurré ». Parce que quand je vais voir l'autre côté et que j'équilibre, je ne trouve rien qu'il me faille pardonner. Et si on a quelque chose à pardonner, on va continuer à avoir peur que ça nous arrive à nouveau à l'avenir. Moi, je préfère aller chercher la bénédiction qui s'y trouve et l'endroit où il ne reste plus rien à part un merci. Tout ce pourquoi on n'arrive pas à dire merci est un bagage et tout ce pourquoi on arrive à dire merci est un carburant. La gratitude est bien plus sage que supposer qu'il y a eu une erreur dans l'univers. On pense qu'on s'est trompé seulement quand on essaie de vivre en fonction des valeurs de quelqu'un d'autre. Et on pense que quelqu'un d'autre s'est trompé seulement quand on projette nos valeurs sur lui en s'attendant à ce qu'il vive en fonction de ses valeurs. Mais les gens prennent des décisions fondées sur leurs valeurs. Et si on ne les aime pas assez pour découvrir quelles sont ces valeurs, et si on projette dans notre narcissisme et notre arrogance vertueuse nos valeurs sur eux en s'attendant à ce qu'ils vivent selon elles, on pensera qu'ils ont fait une erreur, qu'ils nous ont trompés, etc. Et après on se dira qu'il faut leur pardonner. Mais il n'y a rien à pardonner. Il n'y a que des choses pour lesquelles être dans la gratitude. Donc, allez jusqu'à la gratitude et transcendez les « excuse-moi », les « je te pardonne ». Parce que les choses où vous dites « excuse-moi », vous allez les refaire. « Excuse-moi d'être en retard, chérie », vous le referez. Et les choses pour lesquelles vous dites « je te pardonne », vous allez continuer à les attirer dans votre vie, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il n'y a rien à pardonner du tout, que c'était exactement ce qu'il vous fallait rencontrer sur votre chemin. Voyez les choses comme sur votre chemin, mais pas en travers de votre chemin. Et vous transformerez les soi-disant polarités en carburant d'opportunités. Brillant. Un immense merci, John DeMartini. C'était superbe de parler avec toi. Si seulement... Ça fait plus de 30 minutes déjà, mais j'ai le sentiment que ça en a duré 5. Un très grand merci. C'était délicieux. Et je me réjouis déjà de notre prochaine conversation. Je sais que tu donnes actuellement beaucoup de tes séminaires à travers des cours en ligne, donc tu ne voyages plus comme tu le faisais d'habitude, 365 jours par an. Tu sais, j'ai donné 347 présentations depuis mars, en ligne. 347. J'en fais tous les jours. J'en ai encore 3 aujourd'hui. Et tu sais quoi? Quand on fait ce qu'on aime vraiment faire, on le fait simplement. Donc, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est donnez-vous la permission de faire quelque chose d'extraordinaire sur la planète. Ne vous comparez pas aux autres, mais comparez vos actions quotidiennes à vos propres rêves et brillez. Ne vous ratatinez pas. Extra. Merci beaucoup, John. Passe une très belle journée et vous tous, délicieux co-créateurs dans le monde, partagez s'il vous plaît cette vidéo. Elle nous fait nous sentir bien et plus que ça, elle nous transforme. Merci beaucoup. Merci. C'était chouette de te revoir.